Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, les élections législatives prévues le 31 juillet 2022 verront un changement dans le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Le nombre de députés va passer de 165 à 172. Au Kenya, lundi dernier, on a assisté à une pénurie de carburant. Cette pénurie a pour origine un différend entre le gouvernement et les fournisseurs. Le point avec Ginny Kapumbu-Villa. Les automobilistes sont victimes d'une autre journée de pénurie de carburant majeure lundi, avec des files d'attente de plusieurs heures et un rationnement strict dans les stations-service. Le gouvernement blâme la mise en réserve et les achats de panique, mais les vendeurs réclament 4 mois de subventions impayées de la part de l'État. Les automobilistes sont obligés de parcourir de longues distances pour avoir accès à du carburant. J'ai transporté le réservoir de carburant de mon vélo parce que je ne pouvais pas pousser mon vélo jusqu'à cet endroit à cause de la distance. Quand je porte un jerrycan, ils ne nous vendent pas en disant que nous allons vendre le carburant. Alors j'ai décidé d'enlever le réservoir et de marcher avec. Et si je n'ai pas de carburant, je ne rentrerai pas à la maison parce que mes enfants n'auront rien à manger. Et ils ne me laisseront pas partir sans leur donner à manger. L'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole, EPRA, affirme que la pénurie était également exacerbée par l'évolution de la dynamique de l'offre sur les marchés internationaux, aggravée par l'invasion de l'Ukraine. Les transporteurs privés cherchent désespérément une solution pour nourrir leur famille. En tant que conducteur de boda, certains embauchent des prêts, d'autres nourrissent des familles grâce à ce travail. Ce métier est le nôtre. Et si je vous dis que nous sommes ici depuis 3 jours, cela signifie qu'il n'y a rien à ramener à la maison. Même ceux qui conduisent des taxis, ils n'en peuvent plus. Le gouvernement kényan insiste sur le fait que ces réserves sont suffisantes pour approvisionner la nation d'Afrique de l'Est de près de 50 millions d'habitants. On craint que la pénurie de carburant n'entraîne une augmentation du coût des tarifs par les fournisseurs de services publics, ce qui ne ferait qu'aggraver les pressions du coût de la vie. Les combats entre le gouvernement fédéral éthiopien et les forces du Tigré ont fait plus de 2 millions de déplacés depuis novembre 2020. La réfugiée érythréenne Juma Ali Mohamed vivait paisiblement en Éthiopie depuis 15 ans. Mais, début février, les combats entre les forces fédérales éthiopiennes, leurs alliés et les forces tigréennes se sont étendus à Afar, obligeant Juma et sa famille à fuir pour se mettre en sécurité. Dans la confusion, elle a été séparée de son mari et de 2 de leurs enfants. Elle et 3 autres enfants vivent maintenant dans cet ancien gisement de sel. Pendant l'évasion, mon mari et nos autres enfants avions pris des chemins différents. Maintenant, nous luttons ici et nous avons des besoins. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés affirme que des milliers de réfugiés comme Juma ont été déplacés par les combats à Afar. La sécurité dans la région est très instable, en particulier à la frontière entre le Tigré et la région d'Afar. Et effectivement, en février, cela a provoqué le déplacement de 20 600 réfugiés, mais aussi de 300 000 personnes de la région d'Afar. Donc nous restons très inquiets. Saleh Ali Mohamed, 50 ans, et quelques proches ont fui la ville d'Abala avec seulement les vêtements qu'ils portaient. Nous avons tout laissé là-bas. Je suis ici avec ma fille et ses enfants. Mais ma femme et le reste des membres de ma famille ont disparu. D'autres déplacés d'Abala ont trouvé refuge dans un ancien lycée, avec des salles de classe transformées en chambres. Le mari d'Aïcha Said, Mohamed, a été tué en combattant les rebelles. Mon mari était agriculteur et a rejoint la milice pour défendre la ville. Après 2 jours, il a été abattu et il est mort. Nous n'avons même pas eu le temps de l'enterrer. Une trêve humanitaire annoncée il y a quelques jours a fait naître l'espoir que l'aide puisse parvenir à ceux qui en ont besoin. Malgré la trêve, de nouveaux combats ont été signalés dans la région Afar cette semaine. Pendant ce temps, les déplacés d'Afar profitent de leur abri qui, espèrent-ils, n'est que temporaire. À la suite du retrait de la Russie des villes entourant la capitale ukrainienne, Kiev, les habitants témoignent sur l'atrocité de l'armée russe. Récit de Rosine Mounezero. Cette parcelle de terrain dans la capitale ukrainienne Kiev a été mise de côté pour enterrer et honorer les civils et les soldats tués lors des récentes batailles, ainsi que les futures victimes de guerre.
Au cours du week-end, alors que l'Ukraine annonçait avoir repris les villes entourant la capitale, des rapports macabres ont fait état de la mort de centaines de civils, avec de nombreux corps abandonnés dans les rues. Dimanche, un gigantesque incendie a fait rage dans la ville portuaire d'Odessa, dans le sud du pays, après que des frappes aériennes russes ont touché une usine de traitement du pétrole et des dépôts de carburant autour de la ville. Dans le cimetière de Kiev, le directeur de l'établissement déclare que la guerre se concentre peut-être maintenant plus à l'est et au sud, mais il pense que la paix relative dans la capitale est temporaire. Depuis le début de la guerre, fin février, 30 missiles ont touché ce cimetière. Il est impossible de se sentir en sécurité ici. Par exemple, le 2 mars, pendant l'escalade à Boucha, des missiles ont frappé notre cimetière à moins de 100 mètres des travailleurs. Les ouvriers se sont cachés à l'intérieur des tombes et après le tir, ils ont continué à creuser. Les habitants disent qu'ils sont choqués et ont le cœur brisé par les morts et les destructions récentes. Kiev reste un enchevêtrement de barricades et les restes des bâtiments bombardés gisent encore exactement là où ils sont tombés après avoir été touchés. La Russie affirme s'être retirée de Kiev, mais certains pensent qu'elle continuera à attaquer d'autres régions. Je ne leur fais pas confiance. Je pense qu'ils se regroupent. Et cela pourrait être encore pire si la Russie déplace plus de troupes vers l'Est. Ce n'est pas facile pour les soldats ukrainiens de protéger ces régions. Dans la partie occidentale du pays, où les sirènes de raies aériens sont entendues quotidiennement, même si les attaques y sont peu fréquentes, les dirigeants affirment que leur gouvernement prépare les civils à résister au combat. Nous proposons différents types de formations, premiers secours, exercices d'attaque chimique, instructions pour les raids aériens, techniques de défense, y compris la défense du bâtiment dans lequel nous nous trouvons actuellement, la municipalité de la ville. Cette école de Vinistia est utilisée pour loger des familles qui font partie des millions de personnes déplacées en Ukraine. Beaucoup disent qu'ils sont furieux. S'il le faut, nous les combattrons à main nue et les déchirerons pour avoir tué nos enfants et tout ce qu'ils ont fait. La guerre en Ukraine a forcé environ 10 millions de personnes à fuir leur maison et les Nations Unies disent qu'environ la moitié sont des enfants. Le gouvernement ukrainien déclare que les massacres à Boutcha et dans d'autres villes près de Kiev s'apparentent à des crimes de guerre. Sport pour terminer. Pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire en 2023, le président de la Confédération africaine de football s'est dit rassuré par l'avancée des travaux dans le cadre de rénovation des stades. Les détails avec Gabi Dorsil. Les Ivoiriens qui ont accueilli la CAN en 1984 sont à pied d'œuvre pour la construction ou la rénovation de 6 stades. 3 sont presque achevés, le stade national d'Ebempe d'une capacité de 60 000 places près d'Abidjan, un stade de 40 000 places à Bouaké et un autre de 20 000 à Yamoussoukro, la capitale. Des installations seront disponibles également à San Pedro et Korogo. À Abidjan, où le stade Félix Houphouët-Boigny attend d'être rénové, Patrice Motsepe a prêché l'unité et promis que la CAF serait neutre lors des élections à la Fédération ivoirienne de football. Le 23 avril, il y aura des élections. Maintenant, le candidat qui doit gagner doit être le candidat du peuple de Côte d'Ivoire. C'est un non-sens qu'il y aurait un candidat de la CAF, ou d'ailleurs qu'il y aurait un candidat de la FIFA. C'est de la foutaise absolue. L'ex-vedette de Chelsea, Didier Drogba, figure parmi les candidats, mais il n'a pas tout le soutien des clubs. On m'a dit que quand je viens ici, je ne dois pas rencontrer les gens du football, les propriétaires de clubs. Je dois les rencontrer parce que je ne peux pas venir ici et ne pas rencontrer tout le monde et quiconque est partie prenante. Il faut qu'ils me disent ce qu'ils ont en tête. Il reste, il est vrai, des problèmes à résoudre d'ici juin 2023, mais pour le président de la CAF, les travaux avancent selon les attentes des responsables et il n'a aucun doute que la CAN de l'année 2023 sera un succès éclatant. La compétition est prévue en juin et juillet, soit 18 mois après la grand-messe qui a ravi les fans du ballon rond au Cameroun.
Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. Restez en compagnie de nos programmes. La suite, c'est dans un instant. Bonsoir.